Bonjour à tous, premier rendez-vous de ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait de très bonnes lectures dans cette semaine. Et ben oui, forcément, le printemps arrive, c'est magnifique, les petits oiseaux chantent. Les petits oiseaux chantent. Je vais vous mettre une petite vidéo, parce que oui, c'était le printemps. C'était en effet le printemps, il y a juste encore 24 heures. Et puis, on a reçu une petite tempête de neige. Je ne sais pas si c'est la tempête des corneilles, comme ils appellent, la tempête des corneilles ou la tempête des sucres, qui est l'une des dernières, chutes de neige importantes. Et hier, je crois que c'était la tempête des corneilles. On va dire que c'était la tempête des corneilles, hein. Donc je vais vous mettre une petite vidéo qui dure quelques secondes. En attendant, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Et oui, donc c'est ça. J'espère que c'était la dernière chute de neige de cet été 2023-2024, hein. Que ce soit tempête des corneilles ou tempête des sucres, comme on veut. Parce que je crois que si je vais encore avoir une petite chute de 10, 15, 20 cm, je crois que mes épaules vont commencer à s'affaisser. Mais pas du tout. Pas du tout. On garde espoir, on est positif. Le printemps est là. Est-ce que j'y crois vraiment? Oui. Le printemps est là. On le répète, le printemps est là. Ok. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un update lecture, 5 lectures. Il y aura un comics, un manga et 3 romans. Et on va aller crescendo. Donc, tout d'abord, je vous présente le comics Wolverine. Ici, c'est un... je vais dire, c'est pas un condensé, mais il y a 17 épisodes. Il y a Wolverine Origin, 2 fois. Une en 2001 et 2002, qui a été dessinée en 2001-2002. Une autre qui a été éditée en 2014. Et ensuite, on a Wolverine End, donc la fin. Donc voilà, donc, mais les auteurs sont dans le scénario Paul Jenkins, Kieron Gillen, Bill Gemas et Joe Quesada. Et dans les dessins, il y a Andy et Adam Kubert et Claudio Castellini. Ça a été une bonne... Bon, je vais dire, moi je l'avais déjà dans ma bibliothèque, pas dans ma palle, dans ma bibliothèque. Je l'ai ressorti pour refaire un challenge. Et donc, c'est toujours de la bonne lecture, mais ceci dit, je vais vous montrer, il y a comme... le papier n'est pas... en général, dans les comics, le papier est un peu comme... brillant, glacé. Ici, non, du tout, il est mat. Donc, voilà, c'est un peu... Concernant le dessin, il est celui qui s'attend à avoir un dessin hyper... je ne vais pas dire hyper réaliste, mais vraiment très fin dans le crayonné. Non, c'est pas vraiment ça. Ça reste un magnifique dessin. Il y a des planches qui sont... ça diverge. Il y a des planches qui sont un peu plus épurées que d'autres. Les couleurs sont magnifiques aussi. Je vais vous montrer par exemple une planche qui est un peu épurée. Là, il faut que je retombe dessus. J'espère que vous êtes encore là. Voilà. On est sur une, je vais dire, comme une planche épurée. Bon, je ne spoil pas de trop, mais bon. C'est ce moi j'appelle une page épurée. Puis, point de vue des dessins, c'est vraiment... les couleurs sont très...
Moi, j'ai vraiment bien aimé ma relecture en fait. C'est, je veux dire aussi les couleurs sont c'est magnifique. Et donc c'est ça, donc c'est quand même un gros volume qui fait, je ne sais pas combien de pages, parce que les pages ne sont pas indiquées, mais certainement un gros, je dirais un gros 400 pages. Donc Wolverine aux éditions, collection Marvel Icons. Voilà. Donc ça c'était la première lecture. Alors, le second livre, et là, il y en a peut-être certains qui vont dire, ah, tu le présentes déjà maintenant, si tôt dans la vidéo. Ben oui, Dune, de Frank Herbert, aux éditions Pocket. Là, on est dans la science-fiction pure, c'est une saga en 6 volumes, 2 écrits par Frank Herbert, mais aussi il y a ensuite je veux dire une vingtaine de volumes qui ont été écrits par son fils et par un autre écrivain, dont je ne me rappelle plus le nom. Parfois ils écrivent à 4 mains. Mais c'est ça. Donc pour celui qui ne connaît pas Dune, parce que pour l'instant, je veux dire au point de vue cinématographique, avec les les deux nouveaux films pour l'instant de Denis Villeneuve, c'est un bouquin qui est de nouveau à la une. De quoi ça parle exactement? Je vais faire un résumé en gros. On est sur la planète Arrakis, qui est une planète où on exploite l'épice de vie qui est demandée à travers l'univers. C'est la seule planète où elle est présente. Cette planète va être donnée en fief, donc par l'empereur, à le duc Leto Atréide et à sa famille. Et ensuite, il y a les Harkonnen qui exploitaient avant cette planète. Les Harkonnen sont un peuple très, je vais dire, très, je ne vais pas dire primitif, mais très violent. Et puis il y a le peuple du désert qu'on appelle les Fremen. Il faut dire que la planète c'est un immense désert. Et puis, donc c'est ça, alors qu'il a reçu cette planète en fief, et comment je vais dire, son fils, Paul, va être considéré comme le prophète par ce peuple du désert, les Fremen. Donc va s'en suivre toute plein de péripéties, je veux dire, les trois piliers de ce Dune, premier volume, sont l'écologie, la politique et le religieux, la religion. Ça s'entremêle, il y a de l'action, forcément aussi, là-dedans, mais c'est vraiment les trois piliers. Et pour moi, ça n'a pas été ça n'a pas été un coup de cœur déjà, mais pas une excellente lecture non plus. Ça a été, comme je veux dire, une bonne lecture, oui. Parce qu'à certains moments, j'étais vraiment emballé, c'était quasi coup de cœur, et puis à un moment donné, non, c'était fastidieux, c'était long, c'était long, c'était lent. Suivant peut-être mon mode à moi, comment j'opérais. Hein, parce que c'est bon, on peut lire un livre aujourd'hui, on le sent bien, puis le lendemain on est moins bien, puis on le sent moins. C'est peut-être moi, juste moi, mais c'est ça. Et puis il y a une certaine, comment je veux dire, un certain manquement, dans le sens que, et ça m'a vraiment perturbé, là, que à la page, je crois, 500, il faut attendre la page 500 pour avoir une phrase en Jeksoba, qui est la Jeksoba, je crois, c'est la langue, oui, qui est parlée par les Fremen, je crois. Une phrase comme ça, qui est traduite dans le texte, et puis plus rien. Comme si on avait, je ne sais pas, planté un piquet au milieu d'un champ et que le piquet servait à rien. On le met, on le retire. Et donc moi je suis resté avec cette image de piquet dans le champ qui ne sert à rien.
Parce que j'ai fait comme une comparaison après avec, bon, je ne sais pas si on peut comparer, enfin, je veux dire, je compare si j'ai envie, mais je ne sais pas si on peut comparer Dune avec le Seigneur des Anneaux, certainement pas, hein, ça n'a rien à voir, science-fiction déjà, fantasy, mais au point de vue de cette fameuse linguistique de J.R. Tolkien, avec le elfique, bon, il y a plusieurs langues dans l'elfique. Certains vont dire oui, mais c'est J.R. Tolkien, c'est l'œuvre d'une vie, c'était je ne sais pas son véritable métier dans la littérature anglaise, mais il était linguiste. Enfin, je ne me rappelle plus exactement. Mais oui, c'est l'histoire d'une vie. Mais Frank Herbert, Dune, c'est quand même aussi une saga, la saga d'une vie. Je ne sais pas, pourquoi mettre une... C'est ça que j'ai pas compris. Pourquoi mettre une phrase? C'est vrai que des fois je reste braqué sur un truc, mais pourquoi mettre une phrase, la traduire? C'est malheureux, je ne crois pas avoir pris... Non, je n'ai pas pris la phrase en note. Il faudrait que je la retrouve, mais bon, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est plus ou moins dans la page 500, mais c'est ça. Il me reste le piqué au milieu du champ. Donc voilà. Donc pour moi, ça reste une bonne lecture. Je vais continuer la saga, c'est clair. Je vais continuer la saga. Parce que pour le même prix, la linguistique va se développer peut-être dans le second tome ou dans le troisième. En même temps que les trois, je veux dire, ces trois gros piliers, la religion, la diplomatie, la politique, les complots, c'est bon. Peut-être que ça va être dedans, je ne sais pas. Mais un peu déçu. Légèrement, je veux dire, légèrement déçu. Parce que ça reste quand même de la bonne lecture, c'est pas ça. Mais quand même, voilà. J'attends de confirmer en mieux avec le second tome. Dune. Il me reste 3 livres à vous présenter et les 2 suivants sont vraiment d'excellentes lectures. Ils sont vraiment sur un pied d'égalité, même s'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le premier, c'est La bibliothèque de minuit de Matt Haig aux éditions Le Livre de Poche. C'est un bouquin qui va parler de fantastique, d'ésotérique, de scientifique. On est avec notre héroïne qui s'appelle Nora. Et Nora, bon là je vais pas vraiment vous spoiler parce que ça c'est vraiment dans les premières pages du roman. On est avec Nora qui est on peut dire dans le coma. Elle est entre la vie et la mort. Et donc elle va se retrouver sur un autre plan. Et dans ce plan, elle est dans une immense bibliothèque, une bibliothèque à l'infini, où il y a toutes des rangées de livres. Et chaque livre est comme un multivers où elle peut avoir son rôle à jouer. Et c'est ça. Donc, en parlant de multivers, et là je parle du côté scientifique qui est un peu abordé, on a ce qui est maintenant, je veux dire, ça a été démontré en physique quantique, vraiment démontré, pas accepté, ça a été démontré en physique quantique que les multivers existent. Et ces multivers, bon, sont suivant, comment je vais dire, pour résumer en gros, parce que je ne suis pas hyper calé en physique quantique, mais on a notre vie, et notre vie est faite de carrefours, où l'on prend une direction et pas une autre. Mais si on avait pris une autre direction que celle qu'on a prise, on serait dans un autre multivers. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, quasi à l'infini. Donc c'est ça. Donc tout ça a été démontré par la physique quantique, même si maintenant il y a encore je crois encore une grande majorité de scientifiques qui se
comment je dis, qui sont un peu comme l'autruche, qui se mettent la tête dans le trou. Mais c'est ça. Donc, et en même temps, je veux dire, Mad Egg met comme un point d'honneur, parce qu'il faut dire que Nora, dans sa prime jeunesse, était un peu musicienne. Elle faisait partie d'un groupe de musique. Et à un moment donné, ben, elle va travailler aussi dans un magasin où ils vendent des instruments de musique. Et ce magasin s'appelle la théorie des cordes. Et la théorie des cordes, en physique quantique, ben, ça parle de, je veux dire, ça démontre quelque part les multivers. Et ben, c'est ça. Donc c'est comme une sorte de petit clin d'œil. Ça n'a pas été exactement un coup de cœur. Pourquoi? Parce que tout au long du livre, comme je dis, c'est un livre qui n'est pas, c'est pas gros, ça fait un petit 400 pages, mais tout au long du livre, on est comme une sorte de... On suit notre héroïne et bon, on prend parti avec elle forcément. Et en prenant parti avec elle, on est comme un peu dans l'anxiété, un peu dans le stress. Et ça, au fil des pages, ben, c'est comme ça compte. C'est pas qu'on n'est pas bien, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est ça. On prend avec elle et puis on est un peu stressé avec elle. Donc, et il y a une phrase que Mad Egg met dans le roman et qui résume à la perfection ce livre. Et je vous la cite. C'est, je vais noter ici, elle éprouvait le sentiment familier de jouer une pièce de théâtre dont elle ignorait le texte. C'est exact, ce bouquin, c'est exactement ça pendant quasi, on va dire 400 pages, mais c'est ça, une anxiété. Je dirais c'est ça, une anxiété. On partage son anxiété, comme son stress. Mais c'est ça. En même temps, ici, quand je lis le quatrième de page, une lecture étonnante, pleine de chaleur et d'humour de Sunday Times. C'est vrai qu'il y a de l'humour aussi, pareil. Et un roman simple et touchant qui va droit au cœur. Clair, c'est clair, c'est clair. Ça touche. Mais en même temps, comme je dis, c'est pas vraiment un feel good. C'est pas... non, je ne mettrais pas ça dans la catégorie feel good. Mais c'est ça. Donc, mais je ne sais pas si j'avais encore quelque chose à dire sur le... C'est ça. Donc ça démontre en fait, c'est vraiment axé sur le multivers, c'est clair. C'est un bouquin qui est axé là-dessus. Maintenant, on y croit pas. Tout à chacun fait son choix. Mais c'est ça. Bon, pour moi, ça a resté une excellente lecture. Et puis, je vais dire Mad Egg. Au départ, c'est un journaliste. C'est un journaliste britannique qui est devenu, bon, par la force des choses, écrivain. Mais il n'est pas à son coup d'essai parce que, et quelque part, quand je lis ça, ben, je serais tenté de lire d'autres choses de Mad Egg, même si on n'est pas vraiment encore dans la même thématique. Mais il a fait, je vais dire, 3 autres, parce qu'il a fait de la fiction et de la non-fiction. Dans la non-fiction, et ça je veux dire, c'est plus un récit, c'est plus un roman autobiographique, c'est Rester en vie. Ça, c'est ce qui me tente un peu. Rester en vie. Et puis dans la fiction, il y a 3 titres, Les Radley, Humain et Hélium. Donc on a découvert là un bon auteur, réellement. La bibliothèque de minuit. Alors, le livre suivant, qui est également une excellente lecture, c'est La vraie histoire d'Émilie Bordelot, de Nathalie Jean, aux éditions de Mortagne. Et là, je regarde par dehors, il pleut des cordes, j'espère que la lumière va pas me lâcher, ou sinon on va se retrouver carrément dans le noir. Ça s'est assombré en une fois. Enfin, bon, continuons.
Donc c'est ça. Qui est Nathalie Jean? En fait, c'est une autrice québécoise qui a fait, je veux dire, son université à Montréal. Elle est diplômée et certifiée dans tout ce qui est recherche, communication, archives, enfin, parce qu'il faut réellement dire que le bouquin, c'est vraiment de la recherche. Émilie Bordelot. Qui était Émilie Bordelot? C'était en fait une institutrice. Elle est née en 1879 et est morte en 1946. Et elle a enseigné, donc ça, elle était institutrice. On a fait une série télévisée très populaire, vraiment très populaire, on va le dire, ici au Québec. C'était Les Filles de Caleb qui retraçait en fait son histoire. Bon, c'était romancé. Et en fait, c'est ça. Donc, Nathalie Jean, je crois, est venue à faire ce livre parce qu'elle avait, bon, il y avait aussi, comment je veux dire, la petite fille, si je me souviens de son nom, bon, je ne me rappelle plus de son prénom ni de son nom, une des petites filles d'Émilie Bordelot, qui était autrice, écrivaine, et qui a fait, je vais dire, deux ou trois livres sur sa grand-mère, donc. Et donc Nathalie Jean, au fur et à mesure, a lu ça, puis elle s'est vraiment intéressée à cette dame, et donc c'est ça. Mais ça n'a pas réellement été un coup de cœur, dans le sens que je ne suis pas tombé amoureux de la plume, même si c'est très très bien écrit. Je ne suis pas tombé amoureux de la plume de Nathalie Jean, mais plutôt ça a été un coup de cœur dans le sens de ce que ça raconte. L'époque où ça se situe, comment vivaient les générations précédentes, avec leurs qualités, leurs défauts. C'est des gens comme tout le monde. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, je veux dire, en finissant ce livre, je prendrais bien la voiture, aller moi avec mon épouse, aller une fois qu'on ira du côté du lac Saint-Jean, parce qu'il faut monter un peu plus dans le nord. C'est à peu près où elle vivait, du côté de Saint-Tite, Saint-Stanislas, où elle est enterrée. Il y a à peu près, je veux dire, une bonne centaine de kilomètres. Mais je prendrais volontiers ma voiture et faire un petit détour pour aller sur sa tombe, non pas d'un point de vue touriste, non, mais simplement me souvenir, pas forcément de ce que j'ai lu, mais c'est ça, de cette ambiance qu'il y avait dans ce livre, réellement. C'est ça. En plus, comment je vais dire, il y a plein, bon, c'est clair qu'il y a beaucoup de photos, parce qu'à l'époque, Nathalie Jean a fait, parce que c'est ça, il faut dire aussi que Émilie Bordelot a eu 10 enfants, dont je crois, il y en a un qui est mort-né ou qui est mort en bas âge. Et Nathalie Jean a pu côtoyer une de ses enfants, je ne me rappelle plus son prénom, et d'avoir, je vais dire, toutes ces photos, parce qu'il y a des actes de naissance, il y a des actes de mariage. Ces actes, je vais dire, c'est une bonne lecture, mais parfois, c'est un peu, comment je vais dire, je ne vais pas dire c'est redondant, mais parce que, je vais dire, c'est toujours la même formule. Quand par exemple il y a un acte de naissance, bon, c'est toujours la même formule de l'Église. Hein, bon, là, je ne saurais pas vous dire, là, je n'ai pas directement sous les yeux, mais c'est ça. Donc, mais ça reste une excellente lecture. On ressent une humanité dans le sens qu'il faisait ce qu'il pouvait avec les moyens du bord. C'est ça. Parce que sa vie n'a pas été toute rose, c'est clair. Donc, mais si, pour nos amis français, si vous voulez vous le procurer en version papier, ben, je crois que vous ne pouvez pas hésiter à contacter la librairie de Québec à Paris pour
pour l'obtenir. Donc, parce que c'était une excellente lecture. La vraie vie d'Émilie Bordelot. Une sacrée mamie, le manga Une sacrée mamie, de Yoshishi Shimada et Ishikawa Saburo aux éditions Delcourt Tonkam. Donc là, on est sur un manga tranche de vie. J'ai l'impression de me répéter, depuis que je vous les présente. Au départ, c'est un manga en 11 volumes, je crois. 11 volumes, oui, c'est ça. Et ici, il y a 5 volumes doubles. Donc c'est ça, tranche de vie. Je vais me faire un petit plaisir pour vous dire l'histoire en gros, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. On est à Hiroshima en 1956. On va suivre une maman avec ses deux fistons, mais la maman elle a dû rejoindre les deux bouts financièrement. Et donc elle va garder l'aîné avec elle et elle va donner le plus petit à sa mère, donc à la grand-mère de Ichiro. Et c'est ça, donc le petit gamin qui a 5-6 ans, 6-7 ans, va se retrouver chez sa grand-mère. Et sa grand-mère, bon, elle habite à la campagne où il n'y a pas beaucoup non plus, elle n'a pas beaucoup de sous pour elle déjà. Et puis donc là, elle est avec son petit-fils, donc encore moins. Et puis c'est ça, ce sont une tranche de vie, je veux dire, l'apprentissage de la vie pour ce petit gamin, ce petit garçon, qui est quand même super éveillé. Tout se fait en douceur, même si je veux dire, s'il y a parfois des cris, des larmes, tout se fait pas dans la joie et la bonne humeur, mais au final, ça tombe toujours dans la joie et dans la bonne humeur. C'est ça qui est magnifique avec ce livre. Les dessins sont magnifiquement faits. Je peux vous présenter quelques planches. Il y a des dessins parfois qui sont un peu plus travaillés que d'autres. Bon, attendez, ça c'est la grand-mère Ossano. Une sacrée mamie. Ah oui, c'est clair que c'est une sacrée mamie. Donc voilà. Pour l'instant, donc je vais certainement lire le quatrième édition double au mois d'avril. Et puis le suivant au mois de mai, le dernier. Et puis on va certainement se relire. Bon, je les représenterai plus, c'est clair. Mais on va certainement les relire un de ces quatre parce que c'est vraiment du pur bonheur, du pur bonheur. 3 coups de cœur quand même. Donc, et c'est ça. Puis ce sera un 4e coup de cœur et un 5e coup de cœur parce que je ne crois pas que ça va grandement changer. C'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Et puis il y a aussi cette expression, parce que je veux dire, c'est pas l'expression des visages. Et même s'il n'y a pas beaucoup je vais dire, de crayonnage, là, des fois c'est tout succès. Je veux dire, c'est même des fois c'est plus qu'épuré. Mais toujours l'expression du visage, c'est waouh, 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 waouh. On en redemande. En plus que pour l'instant, je sens une montée de manga attitude pour l'instant. Je crois que je vais me refaire aujourd'hui. Je crois que je vais recommencer mes Death Note. Je crois bien. Là, ben bon, ce sera pour un book haul prochain. Je ne vais pas vous vendre la mèche avant de l'avoir allumé. Donc voilà. C'est ce qui termine ici le update lecture. Donc c'est ça, on va terminer ici la vidéo. N'oubliez surtout pas, si vous avez lu un de ces livres, de me le mettre en commentaire si vous avez aimé, pas aimé. Et puis c'est ça, n'hésitez pas non plus, comme je vous l'ai dit, si vous voulez chaque fois vous procurer
un livre qui est d'un auteur ou d'une autrice québécoise, le livre, La librairie de Québec à Paris, pour avoir les éditions papier, le format papier. Donc voilà, donc la semaine prochaine, donc ce sera le book haul du mois de mars. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on était déjà dans la 3e semaine du mois de mars et j'avais acheté aucun livre. Je savais me tenir, mais j'ai pas tenu longtemps. La dernière semaine, non, j'ai craqué. On a fait du gros craquage, ben oui, forcément, avec le salon du livre à Trois-Rivières. On était obligé. Donc c'est ça. Donc la semaine prochaine, on est le 13 ou 14, je crois, avril. Là, ce sera le salon du livre à Québec. Donc certainement encore quelques bonnes lectures. Donc en attendant, portez-vous bien, faites de magnifiques lectures et je vous dis vive le printemps! Vive le printemps! Bye!